Au pied de l'antique colline de Montmartre se pressaient jadis les fours où cuisait la pierre à plâtre, extraite de ses flancs. Dans le Vexin, comme dans la plaine de France, le gypse des buttes de Grésy-les-Plâtres ou d'Épinay-Champlâtreux a également été exploité très tôt, tout comme dans les massifs de Montmorency et de Cormeilles-en-Parisis. Au début du XIXe siècle, les plâtriers sont poussés hors des nouveaux quartiers de Paris afin de protéger la ville et ses habitants contre les incendies et la poussière et contre les effondrements de galeries souterraines qui portent préjudice aux investisseurs. Hors les murs, on éventre les buts de Chaumont, notamment pour fournir en plâtre les chantiers du baron Haussmann. Mais on extrait aussi le gypse à Pantin, à Bagnolet et ailleurs aux portes de Paris. La mise en service du canal de l'Ourcq en 1808 ouvre un avenir aux multiples petites carrières creusées dans les collines de Romainville jusqu'à Meaux. Dès lors, les charrettes et tombereaux circulent en permanence sur des routes, souvent pavées aux frais des plâtriers. De longues barques, les flûtes, font la navette pour apporter le plâtre cru ou le plâtre cuit aux marchands des quais de Genappe et de Valmy, qui le vendent par sac. Jules Poliette et Léon Chausson y développent chacun leur commerce avant de s'associer quelques décennies plus tard. Les plâtrières, dites du canal, favorisées par l'accès rapide au centre de Paris, prennent une avance considérable sur celles d'Argenteuil, de Villiers-Adam, de Saint-Brice ou de Cormeilles-en-Parisis. Leurs patrons, aidés par des ingénieurs, modernisent les installations sur le modèle anglais et, dès 1842, le maire de Vaujours peut décrire au sous-préfet de Pontoise les dernières améliorations. Le chemin de fer de la société plâtrière de Vaujours est construit de manière à ce qu'il n'y ait point d'accident, ni pour les enfants, ni pour les ouvriers qui y sont occupés. Il est établi sur une légère pente, mais cependant assez forte pour que les wagons puissent descendre seuls, sans locomotive ni chevaux. Un homme est monté dessus et arrête le wagon au besoin au moyen d'une mécanique. Il se dirige au canal où on les décharge au moyen d'une autre mécanique non dangereuse. De là, on les remonte à la carrière avec un cheval qui va seulement au pas. Bientôt après, les plâtrières du canal seront les premières à produire des briques en plus du plâtre et de la chaux, tirant ainsi parti de l'argile qui sépare les couches de gypse. Pendant ce temps, les plâtrières se multiplient, de Lautille à Villetaneuse, en passant par Taverny et Bessancourt. Elles restent de taille familiale, et on y chauffe toujours des fours au bois, et pas encore au charbon de terre. Pour faire du plâtre, il faut obtenir du préfet l'autorisation d'établir un four. Pour payer les installations, même les plus simples, on est souvent obligé de s'associer entre carriers et maçons. Et puis, il faut des bras pour casser la pierre à plâtre, avant comme après la cuisson. En 1880, peu après la fin de l'exploitation des carrières d'Amérique, alors que Belleville est maintenant à l'intérieur des nouvelles fortifications de Paris, le monde du plâtre se transforme. Banquiers, entrepreneurs de bâtiments, marchands de matériaux se groupent en une première société anonyme. Les actifs des 8 plâtrières du canal, les plus prospères, sont réunis. Les actionnaires sont informés du potentiel rassemblé. 11 machines à vapeur, 20 km de voies ferrées sur lesquelles circulent des wagonnets, 10 km de chemin de fer pour le transport du plâtre jusqu'au canal de l'Ourcq à destination de Paris, 74 fours et meules à broyer, 307 wagons pour le transport par voie ferrée vers les pays du Nord et l'étranger, 48 bateaux fluviaux, 121 charrettes et 169 chevaux. Pour faire face à cette société qui produit à elle seule les 2 tiers du plâtre nécessaire aux constructions parisiennes et de la proche banlieue,
une société concurrente se crée. Elle englobe les grandes carrières de Romainville, de Bagnolet et les exploitations des collines d'Argenteuil, de Sannois et Montigny, en expansion depuis l'arrivée du chemin de fer. Mais la crise du bâtiment entraîne très rapidement le regroupement des deux entités en une organisation unique. Dans ce contexte, des fours s'éteignent et quelques carrières sont abandonnées. C'est le cas de la grande carrière du Chat de Louis Marchand à Montmorency. Encerclée par la vague pavillonnaire, elle sera transformée en champignonnière. Toutefois, vers 1900, le plâtre retrouve sa réputation d'or blanc. Les entreprises familiales qui ont perduré, comme celle de la famille Frère à Saint-Brice, deviennent prospères et se modernisent à leur tour. Les machines à vapeur actionnent partout les treuils. Il y a même des locomotives électriques pour relayer les chevaux dans les galeries à Vaux-sur-Seine. Et, à Cormeilles, Jules Hilaire-Lambert utilise une locomotive et des automobiles. Des ingénieurs et même des juristes remettent d'anciennes plâtrières en exploitation, comme cet avoué qui investit au pavé Saint-Paul, à Soisy, sous Montmorency. À l'époque, au sud de la vallée de Montmorency, ils sont plus de 1000 terrassiers, carriers et manœuvrent dans les plâtrières. On y travaille 7 jours sur 7 et 11 heures par jour. Certains saisonniers sont des gens de passage. Souvent appelés malfrats, ils dégagent les marnes et les sables ou bien aident les terrassiers à établir les gradins du front de taille. Sous l'œil du contremaître, après que les carriers ont débité les blocs abattus à la dynamite par le mineur, ils chargent les pierres de gypse dans des wagonnets. À l'usine, les manœuvres aident à monter les fours culés avec des pierres de calibre de plus en plus fin, triées par les fourniers. La cuisson terminée, ils transportent les pierres encore très chaudes jusqu'au concassage manuel ou mécanique. Puis, dans la poussière de plâtre sous les broyeurs, ils remplissent les sacs et chargent les charrettes qui seront convoyées jusqu'à Paris ou vers les lotissements de toute la banlieue. La paie des manœuvres est versée à la semaine ou à la quinzaine. Une fois prélevé le prix du pain, du tabac et de l'alcool distribué par la cantine du patron, il ne reste pas grand-chose. Les nombreux Italiens établis depuis 2 décennies dans les quartiers de Vaulambert et de Mazagran entre Argenteuil et Sannois vont largement contribuer au mouvement protestataire lancé par le syndicat des ouvriers du bâtiment. D'avril à octobre 1909, des grèves paralysent toutes les carrières et plâtrières de la région. La production chute de moitié. Dans cette population ouvrière disparate, la sociabilité se fonde alors sur la solidarité de classe et se manifeste entre autres par la distribution de repas aux grévistes. La troupe est appelée, puis des solutions sont trouvées. Désormais, chez tous les fabricants de plâtre, réunis en syndicat depuis 1900, le contrat de travail devient obligatoire. Les cantines patronales sont abolies, la semaine de travail est réduite et les salaires réglementés. À la plâtrière Manuel d'Argenteuil, chez Dian à Sannois, chez Audebert à Montmagny, chez Vieux-Jeau et ailleurs, un nouvel équilibre s'établit. Le travail en carrière ne change pas. Mais à l'usine, on améliore la qualité du plâtre en construisant de nouveaux fours où le gypse est séparé du combustible. Grâce au pyromètre mis au point par le savant Le Chatelier pour mesurer la température de cuisson, on diversifie les produits. Les carreaux de plâtre moulés sont très demandés. À peine la production est-elle rétablie après les grèves que la Grande Guerre éclate. Des galeries, comme à Soisy sous Montmorency, servent au stockage des munitions. Ailleurs, l'activité se maintient envers et contre tout.
Dans la banlieue de l'entre-deux-guerres, le monde plâtrier change de visage. Une trentaine de plâtrières de taille moyenne, exploitées en famille, cohabitent avec les premiers grands groupes plâtriers. Celui des fils Lambert à Cormeilles et à Vaujours, les établissements Poliette et Chausson à Argenteuil et sur le canal de l'Ourcq. C'est le moment où deux centraliens associés, Mussat et Binot, arrivent à Villiers-Adam et se rapprochent des Pavins de la Farge, plâtrier du Vaucluse, récemment implanté à Mareuil-les-Maux. Malgré un début de mécanisation, il faut toujours beaucoup de bras à la carrière. Les Chinois, les Ukrainiens, les Bretons, Nord-Africains ou Polonais remplacent les Italiens. Toute proche de la rue où sont logés les chefs, la grande cité ouvrière de Cormeilles regroupe les familles. Tandis que les célibataires sont pensionnaires au café-cantine, où les hommes se retrouvent à la sortie de l'usine. La sociabilité entre voisins est très vivante. On passe chez les uns et les autres. On s'entraide au jardin ou auprès des enfants, surtout si la femme travaille à la sacherie de l'usine. À la plâtrière proche de Montmagny, en dehors du village, les gens vivent adossés à la colline, où ils peinent. Ils apprécient d'être dans la nature, s'accommodant de la poussière qui envahit tout. Le 8 mai 1945 Chaumet est passé. Les changements s'accélèrent à l'entreprise Vieux-Jeau comme ailleurs. Avant la guerre, les camions avaient déjà remplacé les attelages. Maintenant, on mécanise l'extraction et la manutention. Mais comme bien d'autres carrières gagnées par l'urbanisation, celle du pas de Pierrefitte ne peut plus s'étendre. Elle est abandonnée. Puis les fours de Soisy, où le petit-fils d'Adolphe Vieux-Jeau s'est installé, ne seront plus alimentés par le gypse extrait sur place. Ici, à partir de 1964, comme dans la majorité des usines restées dans le lignage des plâtriers du début du siècle, la pierre à plâtre arrive maintenant de Bessancourt. Seule la plâtrière de Cormeilles transforme encore ses propres ressources naturelles. Dans le même temps, le plan d'aménagement de la région parisienne crée de nouveaux réseaux tels l'autoroute A15 à hauteur d'Orgemont et de Sannois et bouleverse le tissu des entreprises familiales. Celles qui perdurent s'automatisent et avec peu d'ouvriers contribuent à fournir les constructeurs chargés alors d'édifier 300 000 logements par an. Leur savoir-faire leur permet aussi de créer quelques produits nouveaux, carreaux allégés, carreaux à face lisse, plâtres colorés, enduits et plâtres spéciaux. Quand l'une ferme, sous la pression de l'urbanisation, de la concurrence des grands groupes plâtriers ou faute de descendance, elle cède ses machines, voire ses clients, à l'allié de longue date qui seul perdure encore. Aujourd'hui, dans le Val d'Oise, l'activité plâtrière n'occupe plus directement qu'une centaine de personnes. Elle se fait presque discrète. Nichée au pied de la forêt ou au bord de l'Oise, cachée sous terre ou isolée de la ville par l'immensité du site. Depuis longtemps déjà, la poussière de plâtre n'enneige plus les toits et les jardins près des usines. Des lotissements récents ont effacé la trace des cités ouvrières désertées. Seuls, des indices ici et là et des bribes de mémoire permettent de compléter l'histoire de la société des plâtriers. Moi je me rappelle, tout était chargé à la main. Après il y a eu les grosses pêteuses qui sont venues. Mais moi quand je suis arrivé, j'avais tous les bijoux, tout ça était chargé à la main. Mais avant, le gypse c'était pioché à la main aussi. Il faisait du plâtre d'ailleurs d'excellente qualité. Et il mettait pas de filtre à ses cheminées. Ce qui fait que toits de maison, végétaux, arbres fruitiers, etc., tout était couvert d'une espèce de petite
pellicule blanche, et quand il pleuvait, s'il pleuvait beaucoup, ça nettoyait très vite, et sans ça, ça faisait rien de propre. Pas mal de Bretons, après il y a eu des Polonais, il y a eu des Chinois, il y a eu beaucoup des Italiens, des Polonais, des Italiens aussi, c'était cosmopolite la carrière. Les Italiens c'était après la guerre, les Chinois c'était plutôt avant. Pierre aussi, il y a eu sinon même à l'atelier, Marcel Ribourdouche qui s'est fait un joint de feu, c'est estropié quand même.